près de 200 influenceurs de 40 pays différents avec 40 à 50 marques différentes, des sponsors tels que Aston Martin, Lamborghini, Fauchon, Lancaster, des partenaires et c'est un énorme événement que tu as créé en 2018. Tu es également aussi fondatrice de la Idol Agency. Tu nous diras ce que c'est. Donc ça, c'est pour moi ce que tu as atteint aujourd'hui, un peu la partie émergée de l'iceberg. Et j'aimerais que lors de cette interview, on discute ensemble de ton parcours, de comment tu en es arrivé là, les challenges que tu as eus et aussi de l'entrepreneuriat au féminin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir sur ce live qui sont des femmes et pour leur montrer comment entreprendre au féminin, comment aussi concrétiser des ambitions qu'elles ont envie de faire. Voilà. Donc bonjour Lolita. Bonjour Xavier, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et prête à répondre à toutes tes questions. Excellent, superbe. Donc, n'hésitez pas si vous êtes en direct de poser vos questions. Donc, posez vos questions au fur et à mesure. Je les reprendrai et dès qu'on aura un moment, on posera les questions à Lolita. Donc, Lolita, est-ce que tu pourrais rapidement nous faire un parcours d'où tu viens, même quel genre de petite fille tu étais pour voir un peu, pour que les personnes s'identifient aussi à qui tu as été, parce qu'elles ont peut-être des points communs avec toi sur qui tu as été dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors Xavier, moi je suis née en Belgique. J'ai des parents méditerranéens, donc une mère grecque et un père moitié espagnol et moitié belge. J'ai été élevée dans l'entrepreneuriat, mes parents étant tous les deux fondateurs. D'un- Ils ont fondé tous les deux leurs propres affaires, donc je suis vraiment née là-dedans. J'ai évolué en fait dans le fait de créer, parce que mes parents sont avant tout des personnes très créatives, et donc toutes les dîners qu'on avait familiales étaient très autour de concepts, d'imaginer. En fait, c'était toujours de qu'est-ce que tu imaginerais, qu'est-ce qui te fait rêver, comment est-ce que tu verrais ta vie plus tard, Lolita, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Donc, on était beaucoup dans tout ce qui était la créativité. Hmm. Euh, j'ai fait des études, j'étais à l'ICHES. À la base, je voulais faire plutôt tout ce qui était la mode, la fashion, mais mes parents voulaient que j'apprenne d'abord à compter avant d'apprendre à coudre. Et donc, j'ai fait des études dont j'avais absolument pas envie au départ. Ça ne m'inspirait pas parce qu'il n'y avait aucun côté créatif du coup. Donc, ça a été des études qui m'ont relativement frustrée. Euh, C'était que dans quel domaine? business, mais c'est comptabilité, c'est l'histoire économique, euh, c'est, enfin, de toute façon, je trouve que les études aujourd'hui sont mal faites parce que tu n'apprends rien qui reflète la réalité de la vie et de ce que tu apprends dans la vraie vie aujourd'hui. Et j'espère que sur tout ça, parce que le jour où j'aurai des enfants, j'aurai envie qu'ils puissent faire des études de tout ce qui est à jour à ce qui se passe avec ce que nous vivons, c'est-à-dire les réseaux sociaux, comment créer des business online, la réalité. Et je trouve que c'est très archaïque la manière dont aujourd'hui on enseigne le business ou n'importe quel métier aux jeunes. Donc voilà, moi j'ai fait l'échec et après la volonté eh bien de monter mes propres affaires parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Je suis d'abord partie en Chine pour faire un Erasmus et je suis restée à Shanghai où j'ai commencé dans le textile du coup. Mes parents qui étaient dans le textile et j'ai commencé à faire du private label, ça veut dire créer des collections sans marque. Et en fait, tu présentes ça à des gros groupes et eux-mêmes vont choisir dans ta collection eh bien, des références dans lesquelles ils vont venir mettre leur marque. Et j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Et après, j'ai lancé ma propre marque de vêtements pour enfants qui s'appelait Los Mosquitos, donc les moustiques en espagnol. Et là, par contre, je suis rentrée vraiment dans le pur, dur métier du textile avec vraiment la production de A à Z, l'ouverture des magasins, la
conceptualisation et l'imagination du concept. Donc, j'ai créé un shopping experience l'objectif était vraiment d'amener les gens dans les magasins pour venir faire leurs achats que plutôt. On sait très bien qu'en Chine, les gens achètent surtout online. Donc, c'était un monde magique, féerique, pour attirer les enfants et les parents. Donc voilà, et j'ai passé 10 ans en Chine où c'était très dur, avec le vrai choc culturel, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est totalement différent de chez nous, mais ça m'a énormément appris. Ouais. C'est ça Qu'est-ce arrête que jamais. ça t'a appris du coup? Parce que j'avais déjà interviewé un entrepreneur qui avait passé quelques années en Chine et en fait lui il avait eu vraiment des déclics par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux relations à l'autre, parce qu'en Chine, a priori, dès que tu rentres dans un taxi, la personne te demande ce que tu fais et il veut te trouver du business quoi. C'est Alors oui, en fait, c'est une vie qui ça ne s'arrête jamais, ne dorme pas. C'est-à-dire que autant, je veux dire, chez nous en Belgique, en l'espace de 2 mois, il va y avoir un Doden qui aura poussé. Là-bas, c'est un building qui aura poussé. C'est une vie qui est active où les gens ne font que travailler. C'est en mouvement, c'est en mouvement perpétuel. Donc, tu ne te reposes jamais, en fait. Et tu découvres tout le temps des nouvelles choses. Et c'est vrai que tu apprends aussi justement à faire face à des nouvelles cultures. La Chine, le chinois est quelqu'un à qui il ne faut jamais faire perdre la face. C'est ce que j'expliquais quand on était chez Jérémy, c'est que tu dois toujours le complimenter devant les autres, ne jamais le confronter devant tes équipes. Voilà, c'est d'apprendre justement comment eux fonctionnent et de te fondre dans leur moule à eux et de te faire ta place. Et ils ont leur mode de fonctionnement à eux et ça t'apprend beaucoup. Ça t'apprend beaucoup sur toi parce qu'aussi tu finis par te méfier parce ils se soutiennent énormément entre eux. C'est les Chinois d'abord et puis toi tu passes après. Mais ça t'apprend parce que ce sont des gens qui en veulent, qui ne se reposent pas, qui créent tout le temps, qui vont chercher des nouvelles opportunités de business tout le temps. Donc pour finir, tu es pris dans cet engrenage. Et voilà. Et donc, du coup, ben oui, ça te donne une force que je pense que quand tu restes chez toi, entre tes quatre murs, tu ne trouves pas. ouais, tout à fait. Et ça, donc du coup, développer aussi des compétences relationnelles, de mieux comprendre aussi peut-être, je sais pas, la psychologie humaine, Complètement. comprendre. Les amis, c'est quelque chose que tu apprends aussi beaucoup en voyageant. C'est l'ouverture d'esprit, c'est de savoir, d'essayer de comprendre la culture les autres cultures et de savoir justement t'y adapter. C'est la chose la plus importante. Et dans le business, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand tu es face à quelqu'un, tu essayes aussi de t'adapter à la personne que tu as en face de toi pour pouvoir arriver à tes fins dans le business. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui prend énormément. Et en fait, si tu veux, quand moi j'étais arrivée en Chine, j'avais ouvert un blog où je passais en fait mes soirées dessus à partager ce que j'aimais, ce qu'il fallait porter, donc toujours dans le milieu de la quelque chose qui m'a passionné. Et donc, je me suis rapidement rendu compte eh bien qu'on pouvait se créer une communauté et avoir un impact sur cette communauté. Et je te parle du temps des blogs. L'Instagram n'existait pas, Facebook, Ouais. c'était tout au début. Dans Donc, quelles années ça? pour les 2007. Je suis Hmm. arrivée en 2007 en Chine, vraiment le tout début. Et au fur et à mesure des années, j'ai quand même passé 10 ans en Chine, et bien le blog a pris de plus en plus d'importance et donc une communauté de plus en plus importante avec beaucoup d'interactions. Et c'était vraiment devenu mon échappatoire tous les soirs où j'adorais bien partager avec eux et bien, tout ce que j'aimais à travers la mode, les accessoires, ce qu'il fallait porter. Pas justement pas dans l'excessif, justement en recommandant, en disant voilà, ça c'est à la mode, ça coûte peut-être très cher, mais vous avez tel et tel et tel accessoires qui ressemblent très fort et vous pouvez vous accessoriser pour être à la pointe de la mode avec ça. Et après 10 ans en Chine, je suis rentrée en Europe et je m'étais donc rendu compte de l'importance des communautés. J'ai aussi vu tous les Chinois photographier leur assiette. Je me Ouais. demandais mais pourquoi ils photographiaient leur. Eux, ils Ouais. avaient je me suis dit, vous avez voulu me demander quelque chose. Ouais, j'allais juste te poser une question avant qu'on parte de la Chine, parce que j'ai l'impression qu'on allait partir de la Chine. Il y a juste une question. Il y a une question de Vanessa qui dit, en Chine, il y a aussi une hiérarchie liée à l'âge. Et comment t'as géré ça? Ah, moi, j'ai pas du tout ressenti une hiérarchie par rapport à l'âge. Il y a la hiérarchie par rapport à ta position dans la société. Hmm. C'est-à-dire que si
par exemple, assistante, tu ne pourras que communiquer avec une assistante de la boîte en face ou quelqu'un d'en dessous. Mais tu ne Ok, pourras jamais parler avec quelqu'un au-dessus. d'accord. Donc, ça, j'ai très fort ressenti. Par exemple, nous, en Europe, euh, que tu sois le bras droit du président d'une boîte ou que tu sois le département comptable, etc., tu peux contacter qui tu veux dans une autre société. En Chine, ça se fait absolument pas. C'est-à-dire que tu dois parler à la personne qui est au même niveau que toi. Sinon, tu n'as aucun retour. Ça, D'accord. c'est C'est ton expérience, ouais. Ok. voilà. Et D'accord. donc, comme je disais, donc après, en revenant de Chine, j'ai passé quelques mois. Je suis revenue en Europe et je suis revenue avec un accessoire qui est le fameux selfie stick. Le fameux Le selfie stick. physique. Voilà. Hmm. Je m'excuse, il y a le téléphone qui a sonné. Est-ce que tu m'as toujours, Xavier? Oui, voilà. Désolée. Je m'excuse. Et en fait, en créant une communauté autour de ces selfie sticks, on avait fait ça s'appelait Jeff Community. On avait créé l'hashtag Jeff Community. On avait créé un chouette marketing autour. Et en l'espace de même pas 6 mois, on s'est retrouvé dans Alors, 104. Xavier, moi, je suis... Tu Ah, c'est m'entends moi. toujours? Ah, c'est moi. Ouais, Ah, j'ai appuyé sans faire exprès. Et, euh, et en fait, en l'espace de seulement 6 mois, on s'est retrouvé dans 180 points de vente à travers le monde. Et les gens voulaient absolument acheter ce selfie stick-là parce qu'il était affilié à une communauté qui s'appelait le Jeff Community, que si tu te prenais en photo avec le fameux Jeff Selfie Stick, eh bien, tu allais être posté sur la Jeff Community. Et c'est comme ça que ça a pris une ampleur très, très rapidement. Donc, ça m'a encore plus renforcé dans l'idée que, bon, donc, communauté, quand tu as un impact sur une communauté, tu peux les amener très loin. Ok. Et puis après, voilà, je suis partie à Monaco et puis a commencé l'aventure des influenceurs awards. Wow. Ok. Et donc, comment, en étant en fait en Chine, en ayant créé ce blog, cette communauté, comment tu es arrivé au final à créer cet événement qui est, on peut le dire en fait, énorme. Écoute, juste en me baladant un jour place du Casino à Monaco et en regardant des gens se prendre en photo, euh, j'avais l'envie en fait de travailler avec des influenceurs parce que j'avais un coup de cœur pour un influenceur français qui s'appelle Jérôme Jarre et qui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait réussi à lever en l'espace de 24 heures, grâce à l'impact qu'il avait sur sa communauté, 2 millions de dollars à des fins positives, c'est-à-dire pour des œuvres caritatives, pour aider les autres et pas juste pour montrer la dernière pièce qu'on s'est achetée ou les dernières vacances. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et donc, du coup, je me suis dit, mais si lui tout seul a arrivé à faire ça, si moi j'arrive à avoir des influenceurs autour de moi dont j'arrive à créer une confiance avec eux, on peut faire des choses formidables. Et pour pouvoir arriver à des jolies fins avec les influenceurs, il fallait d'abord les attirer. Ok. Pour attirer, c'était d'abord de reconnaître leur métier. Et donc, Hmm. en à Monaco, je me suis vite rendu compte que ça allait être l'endroit idéal pour le faire parce que Monaco allait très bien leur rendre ça. C'est une visibilité internationale, ça représente le glamorous, tout le monde connaît Monaco dans le monde entier. Et donc, ça allait être évidemment l'endroit le plus sexy pour l'organiser parce que j'aurais dit, on organise ça, bien que j'adore Bruxelles, je suis née en Belgique, j'aurais dit, j'organise ça à Bruxelles ou j'aurais pu le faire en Chine par contre. Mais j'en étais partie, donc voilà. Mais Monaco s'y prêtait parfaitement. Et ça s'est avéré tout à fait vrai parce que dès les premiers coups de fil que j'ai passés, en les invitant pour les Influenceurs Awards à Monaco, et bien, le retour a été tout de suite très positif. Que ce soit les Américains, les Asiatiques, tout le monde rêvait de venir à Monaco. Monaco, c'est le Grand Prix, c'est Grace Kelly, voilà, ça faisait rêver un petit peu tout le monde. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc, on s'est retrouvé très vite avec les plus gros influenceurs du monde entier qui sont arrivés à Monaco, où tu as bien 3 jours de networking pour eux tout d'abord, parce que c'est un cercle. Donc, ils se retrouvent tous, ils sont classés dans différentes catégories. Ça leur permet de se rencontrer, d'échanger, de networker, de créer des collaborations entre eux. Donc, après, j'en ai vu qui ont créé des chaînes YouTube ensemble, d'autres qui sont partis faire des collaborations sur des marques, d'autres qui ont créé des marques ensemble. Et puis ensuite, c'est un networking pour les marques partenaires. Donc, comme tu le disais, effectivement, on a des sponsors. Ces sponsors sont là pour créer des expériences autour de leur marque.
parce qu'il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, c'est l'expérience qui compte. C'est pas juste de poser avec un produit, c'est de vivre ce que la marque a dans le ventre. Et donc, ces marques arrivent à plonger les influenceurs avec nous dans leur ADN et par la suite, eh bien, de créer des collaborations sur du long terme parce qu'ils ont passé 3 jours avec les influenceurs, ils ont brunché, lunché, fait la fête avec eux et ça crée bien des relations privilégiées avec ces influenceurs et donc des très belles collaborations naissent par la suite. Et puis, on a cette cérémonie qui... Pardon, Xavier, voilà, je suis là. Et puis, on a qui termine ces fameux 3 jours, eh bien, où ils viennent sur scène et ils sont reconnus, chacun dans leur catégorie. Donc, tu as 17 catégories et tu as le grand gagnant de l'année. Et donc, ils sont reconnus. Tu as des journalistes du monde entier qui sont là, tu as des télévisions. Donc, c'est une très, très belle visibilité pour eux. Ça permet vraiment de mettre leur métier en avant. Et tout ça est évidemment délibéré par un jury. C'est pas moi qui décide qui gagne et ce qui se passe. Je ne participe absolument pas aux délibérations. C'est un jury qui est composé des reconnus du métier du marketing d'influence, que des plateformes analytiques qui regardent un petit peu tout ce qui se passe à l'arrière de ces réseaux sociaux. Okay. Voilà, et ils délibèrent en huis clos et ils à la fin les résultats pour pouvoir les annoncer en live. Ouais. D'accord. Là, tu nous as dit comment ça a été créé, qu'est-ce que ça, voilà, où tu l'as localisé, la raison pour laquelle. Mais quand tu as eu l'idée, en fait, comment tu as fait pour te dire, hein, qu'est-ce qui a fait que mais tu as pu lancer, en fait, cette idée, commencer à la concrétiser. Quel a été le déclencheur, en fait? Pour toute idée que tu as, c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Ouais. C'est le moment où tu vas mettre le pied dedans, qui est le fameux pied où tu ne pourras plus retourner en arrière. Et en fait, moi, c'était un coup de fil. C'est-à-dire que l'idée était là, elle était sur papier, je m'étais fait tout mon PowerPoint, où en fait, je vivais tellement ce que je voulais réaliser et je l'avais tellement conceptualisé, dessiné, écrit sur papier que pour moi, j'avais l'impression qu'il existait déjà. Je le vivais dans mon cœur, dans ma tête. Donc déjà, je savais le vendre. Ouais. C'est temps de vivre et de croire dans ce qu'on rêve. C'est déjà la première étape la plus importante. Et puis après, tu as le profil qui va évidemment concrétiser tout ça. Donc là, moi, du coup, c'était l'appel au premier influenceur célèbre que j'allais faire participer à l'événement. Et pour moi, il était certain qu'à partir du moment où cette première personnalité allait accepter de faire partie des Influenceurs Awards et allait me remercier de l'invitation, de la nomination, il était impossible pour moi de faire marche arrière. Et donc, la machine était lancée et le compte à rebours. Et donc là, le premier coup de fil était celui de Caroline Receveur. Et donc, j'étais ravie parce que le retour a été excessivement positif. Et donc, c'était un oui, un grand oui. Et donc, ça y est, mon pas a été fait. Et donc, après ça, eh bien, je ne pouvais que construire la suite et devoir avancer le plus rapidement possible parce qu'en fait, j'avais annoncé l'événement, j'avais annoncé une date. C'est toujours là parce que je vois que ça bloque. Ouais. Oui, c'est bon. Et donc, après, voilà, la machine était lancée. Ouais. Et donc, quand tu as eu cette idée, tu dis que tu avais un PowerPoint, tu avais les idées et tout ça, mais c'était quoi qui te donnait le feu là intérieurement? Est-ce que c'était l'événement en soi ou ce que tu allais pouvoir faire, parce que tu en as parlé, tu l'as dit succinctement, ce que tu voulais faire, tu voulais avoir un impact positif, mais d'abord tu avais dit il faut que je rassemble euh, ces influenceurs autour d'un événement. C'est quoi ce why en fait, ce grand pourquoi pour En toi? fait, moi, mon moteur, c'est de venir apporter une petite pierre sur terre. C'est-à-dire de me dire, j'ai lancé quelque chose qui n'existait pas avant. Et j'ai pris ce défi de me dire, eh ben moi, je vais le faire ou je vais l'imaginer. Et je vais le réaliser. Donc, moi, c'est vraiment, moi, c'est ça mon moteur. C'est à chaque fois de tout ce que j'ai pu entreprendre. C'est un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, ce serait complètement fou si je lançais un truc comme ça ou si je me lançais le défi 2. Et en fait, après, je lâche pas prise. J'y vais jusqu'au bout. Ouais.
Et là, le moteur, oui, effectivement, c'était d'arriver à une fin ultra positive, ce qui sera le cas cette année. Enfin, pour l'année 2022, donc on va officiellement lancer la Fondation des influenceurs euh, avec un fonds qui sera généré par tous les influenceurs qui font partie de la famille des influenceurs Awards Monaco. Tu peux en parler de ce fonds, si tu peux en parler. Oui, en fait, c'est pour te dire, c'est juste d'amener les influenceurs à faire des choses positives Ouais. euh, en, en accent sur des choses qui leur tiennent à cœur. Voilà, moi j'étais partie, qui était l'environnement, l'éducation. Ouais, Euh, on parle ensemble, ils viennent avec aussi d'autres idées. Donc voilà, il y a plein de choses. Ce super. sera, je parlerai par la suite, mais en tout cas, l'objectif est de venir à des fins positives et de pouvoir faire des belles choses. Et Ouais. c'est un et puis, euh, et puis aussi, quand tu te retournes et que tu te dis, ben voilà, il y a déjà eu deux très très belles éditions, on a quand même touché 500 millions de personnes. Donc Mhm. 500 personnes touchées quand on va vouloir faire passer des messages positifs. Mais rien, je te prends un exemple. Quand il y a eu le Covid, j'ai fait appel aux influenceurs des Influenceurs Awards en leur disant, venez, on fait un message à tout le monde pour leur dire de rester chez eux. Parce que c'est important qu'on se soutienne tous et peu importe où on est dans le monde, on vit tous la même chose et il faut qu'on se soutienne et qu'on passe le message à tous qu'il faut rester chez soi, sinon on va jamais s'en sortir. Et ils l'ont fait tout de suite, ils m'ont tous envoyé des vidéos, on a fait un montage, ça a été publié partout. Et peu importe où ils étaient, que ce soit au Pakistan, aux États-Unis, en Chine, au Japon, ils étaient tous en train de le dire, eh bien moi, chez moi, je reste et chez moi et j'attends que ça passe et vous aussi faites-le et participez à ça. Ils ont participé de manière volontaire. C'était vraiment, bien sûr, on le fait. Et c'est ça, en fait, à ce moment-là, déjà, je me disais, j'ai gagné leur confiance. Ils sont avec moi, quand je leur propose quelque chose, ils sont tout de suite partants. Et, et pour moi, c'est déjà gagné parce que c'est ça à la fin, c'est ça en soi que je voulais, c'était de les avoir autour de moi et de pouvoir appuyer quand c'est nécessaire sur un bouton et leur demander leur aide, vu qu'ils ont le pouvoir de communiquer à grande échelle et ils le font de manière brillante. Hmm. Ouais, superbe. Superbe. Et d'avoir aussi d'avoir cette intention, d'avoir cet impact positif, c'est superbe. Et là, tu disais que c'est à l'édition 2021 ou peut-être non 2022 du coup que vous allez créer une fondation pour avoir un impact sur l'éducation et l'environnement. Oui. En fait, tu te rends de plus en plus compte aujourd'hui, et heureusement, que les influenceurs ont envie de faire des bonnes choses. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai créé les Influenceurs Awards, j'avais fait une catégorie, enfin, j'ai fait une catégorie parce qu'elles existent toujours et c'est les plus importantes, philanthropie et green. Et en fait, la première année, pratiquement impossible de trouver des gens dans ces catégories-là. C'est-à-dire que les catégories, il y avait des influenceurs à gogo, que ce soit la fashion, le lifestyle, le travel, il y en avait plein. Mais alors, du green et de la philanthropie, c'était très compliqué d'en trouver. Et deuxième édition, beaucoup plus facile. Là, il y en avait beaucoup plus. Et en fait, tu te rends compte que pour finir, eux-mêmes, ils ont fait le tour et ils ont envie de participer à ça. Et par exemple, en année 2, le grand gagnant a été un gagnant qui a fait de la philanthropie. C'est vraiment, ce sont les sujets principaux de l'événement. Et en fait, ils jouent déjà le jeu tous. Ils le font déjà tous de plus en plus et donc c'est formidable et c'est juste en fait d'unir maintenant leurs forces tous ensemble pour le faire à très très grande échelle, mais maintenant chacun dans leur coin le font, ils le font. Hmm, d'accord. Et quels ont été pour toi les challenges au travers de la création de cet événement? Je suis sûr qu'il y en a eu parce que tu, euh, tu as dit ce que tu avais fait, mais avec tes mots, ça semble évident. Quels ont été les gros challenges? Bah, les gros challenges déjà c'est de trouver les sous pour réaliser un événement comme ça. C'est un événement qui coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'événements dans l'événement à organiser, que ce soit, comme je t'expliquais, les lunchs, les dîners, il faut faire voyager les gens, il faut les installer dans les hôtels. Donc, c'est d'aller soit trouver des partenariats, donc de l'échange avec des établissements ou des partenaires de transport, mais c'est d'aller chercher du sponsoring parce que je pars du principe que quand tu as une idée, tu n'as pas besoin d'investir
tes sous. C'est-à-dire que si ton idée est assez forte et que tu y crois assez, tu es censé capable de la vendre et que les gens sautent avec toi dans le train et puis t'aident en fait à réaliser ton projet. Et donc, le plus difficile a été évidemment d'aller chercher tout ce qui était sponsoring, financement pour organiser cet événement. Et c'est le défi, ce sera le défi chaque année, c'est d'aller chercher. Alors, la première année, c'est très difficile parce que personne n'en a entendu parler, personne ne sait ce que c'est. Tout le monde se demande en 2000, parce que c'était fin 2017 que j'ai commencé, en 2017, c'était le début de l'influence, donc on se demandait un petit peu qu'est-ce que vraiment un influenceur. Donc, d'aller convaincre les marques, d'aller convaincre les partenaires de faire partie de cette aventure. Donc, ça, c'était pas évident. Mais après, quand tu vis ton projet Ouais. et que tu crois, bah pour finir, tu emmènes les gens avec toi. Et c'est ça le plus important, c'est de les faire rêver, parce que c'est même plus l'étape de les convaincre, c'est-à-dire que tu le vis tellement qu'ils s'envolent avec toi et puis bon, pour finir, et Ouais. bien voilà. Et c'est sur quel levier au final? Peut-être c'est des leviers que tu te rends pas compte, c'est des choses naturelles que tu as, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait, tu penses qui a fait une différence dans ce que tu as communiqué à travers tes idées, ta passion là de créer cet événement? Euh, Apporter cette notion de win-win. C'est-à-dire que cet événement, il était bénéfique pour les influenceurs parce que ça allait les faire rayonner, ça allait les mettre leur travail en valeur, leur métier en valeur. Et de l'autre côté, eh bien, tu as les marques. Les marques, de nouveau, c'est un win-win pour eux parce que cet événement allait pouvoir les faire rayonner, leur apporter de la visibilité et leur permettre de rencontrer des influenceurs pour des potentielles collaborations qu'ils pourraient eh bien, entreprendre avec ces influenceurs-là. En Mm. même temps, de nouveau, un win-win pour eh bien, la principauté de Monaco parce que c'était un événement qui allait faire rayonner Monaco à travers tous ces influenceurs des réseaux sociaux et Monaco allait s'installer comme eh bien, les pionniers dans eh bien, le Awards des influenceurs, les Oscars du monde digital. Les influences, ça n'avait jamais existé auparavant dans d'autres pays. Donc voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est de montrer à chacune des parties eh bien, à quel point le projet peut leur apporter. Ouais. Mm, mm. Ouais, le win-win, comme Le tu win. dis. Ouais, d'accord. Vanessa pose la question de est-ce que tu as déjà, quand tu as créé ce projet, tu avais déjà toutes les idées de comment allait se passer en fait l'événement ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure? Et autre question aussi, l'équipe, est-ce qu'elle s'est constituée autour de toi euh, pendant que tu as créé l'événement ou tu l'avais créé après? Ou tu l'as créé avant? Ouais. Alors non, l'équipe, elle s'est constituée au fur et à mesure des besoins. Donc au début, T2, T3, T4. À chaque fois que tu montes une étape, tu te dis, bon, alors j'ai besoin de quelqu'un là-dedans ou j'ai besoin de... Et le format de l'événement s'est construit, enfin on va dire qu'il s'est consolidé aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que je savais qu'il allait y avoir une soirée de cérémonie, qu'il fallait qu'ils passent tous un bon moment. Qui dit bon moment, on dit bien de déjeuner ensemble, d'échanger, de pouvoir discuter, discuter autour d'un verre, pourquoi pas faire un cocktail. Ah bah ce serait sympa aussi de les avoir tous sur une photo, on va instaurer qu'on va faire la photo de famille sur la place du casino. Mais donc ça veut dire qu'en année 2, tu te dis, bon bah voilà, ça c'est un must, on sait que il y a le welcome drink, ensuite tu as le walking dinner, il faut qu'on fasse la fameuse photo. Donc après, chaque petit moment s'inscrit en fait dans le planning Oui. pour bien te dire voilà, mon concept c'est ça. Ce sont ces 2-3 jours et les incontournables du week-end, c'est tout ça. Après, il y a d'autres choses qui vont pouvoir se rajouter. Cette année, par exemple, on va mettre un temps sportif, on va les emmener sur la plage, faire tout ce qui est yoga, bien-être, tout ce qui est très en vogue aujourd'hui, avec les sons, tout ce qui est chamanique, etc. Et tout, voilà. Donc, c'est de rajouter à chaque fois des petites choses aussi pour les amis. Pour les... Je m'excuse, mon téléphone arrête. Ouais, je t'entends toujours quand ça coupe l'image. Mais ce n'est que en fait en mettant les choses en place que tu les fais évoluer et tu n'es jamais fixé en fait. Tu les fais évoluer par rapport au sponsor que tu vas avoir parce qu'avec le sponsor, tu imagines des idées et puis pour finir, tu dis bah oui,
savez quoi, ben, lançons un tea time bubble autour du champagne parce que c'est un sponsor de champagne ou on va faire un, parce qu'il y a un sponsor qu'on va créer ce tour de justement du concepteur automobile. Donc, ça, c'est quelque chose qui se construit aussi avec tout le monde, avec les équipes marketing des marques, mais aussi avec les influenceurs. Et Mm. ils prennent plaisir aujourd'hui. Ils m'ont même organisé, eux, des rendez-vous avec des sponsors. Donc, c'est très amusant. Ils prennent vraiment cet événement très à cœur. C'est le leur. Et donc, tout le monde participe. Et je crois que cet événement évoluera dans le fil du temps par rapport à ce qui se fait, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont tous envie, en fait. Mm. Ouais, super. Et tout à l'heure, on a parlé, enfin, j'avais abordé en off l'aspect d'entrepreneuriat au féminin, de cette énergie masculine et féminine qu'on a tous en nous, et les femmes qui ont peut-être plus d'énergie féminine. Toi, comment en fait tu as accueilli l'entrepreneuriat? Comment tu as entrepris en fait, est-ce que tu as laissé part à cette part de féminité, cette part d'énergie féminine, parce que c'est pas que féminité, l'énergie féminine. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, nous les femmes, ben voilà, on a notre énergie féminine, on sait pas la cacher. Je suis comme tu me disais que toi aussi, je suis quelqu'un je suis très à l'écoute des autres, je suis pleine d'empathie, je suis très sensible. Des fois, je me fais violence pour ne pas être trop timide ou aller justement vers les autres. Donc, je me mets une claque en me disant, allez, de quoi tu as peur? Il y a pas de raison d'avoir peur, vas-y, fonce. Donc ça, c'est le côté plus masculin, c'est d'être plus fonceur, de ne pas avoir peur, etc. Mais euh, je suis comme tout être humain, pleine de doutes parfois. Parfois j'ai peur, parfois je suis prise pleine de force et de courage. Donc ça dépend les jours aussi, ça dépend les situations et ça dépend les personnes que tu as en face de toi. Hmm. Et tu disais tu es plein de doutes, voilà, parfois tu as des peurs. Est-ce que tu as un entourage qui te soutient? Est-ce que ça a été essentiel pour toi d'avoir une équipe pour te sentir faire partie d'une équipe pour construire ce projet? Ou est-ce que tu es une solitaire et tu vas seul dès le début et après l'équipe se construit après? Alors, je suis plutôt du genre à aller seule au départ et après, l'équipe me suit euh, parce que j'ai besoin de tâter. Ah, ça a coupé. Ça a coupé Lolita. T'es là? Non. Là, je Tu t'entends à m'entends? nouveau. Je t'entends à Non? nouveau. Là, c'est bon. Je sais pas jusqu'où tu m'as entendu. Tu as dit que tu partais seul au début. Voilà. Je pars seule au début dans mes idées, dans dans ce que je veux entreprendre. Parce que souvent, on va me dire, mais t'es dingue, et comment tu veux réaliser un truc pareil? Donc, c'est-à-dire qu'au départ, j'aime bien commencer seule parce que sinon, tu es vite découragé vu que les gens ont vite peur ou ont vite se dire, c'est quand même costaud, comment tu veux monter un truc comme ça? Et puis, donc, tu restes focalisé sur tes idées, tu avances, et quand tu vois un petit peu plus clair, eh bien, les choses se font naturellement et tu as t'as les bonnes personnes que tu mets autour de toi qui, évidemment, t'aident à aller beaucoup plus loin que quand tu es seul. Et puis après, Ouais. ça fait bien d'avoir une équipe. Ouais. Une équipe dans l'agence ou dans l'événement. Et il n'y a rien de plus gai que de partager avec ses équipes, de pouvoir échanger, d'avoir des gens meilleurs que toi dans certains domaines. Voilà. Moi, c'est un plaisir de me réveiller le matin, de parler avec mes équipes et de construire ensemble. Quand on réalise quelque chose, c'est une victoire tous ensemble. Donc, c'est ça qui est très gai. Mais au final, tu incarnes vraiment des valeurs de leadership parce qu'en fait, t'as un projet, une idée, tu y vas, et après, à travers tes valeurs, à travers ce que tu es en train de créer, au final, tu rassembles des équipes autour de toi. C'est ça, Mm. Mm. exactement.
Et après, quand tu parlais de soutien, bah, la famille, c'est le meilleur soutien. Évidemment, il y a des jours où c'est très dur, où tu dis, oh, j'ai envie de tout envoyer péter, ou j'ai envie d'arrêter, parce Ouais. que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il y a absolument pas de secret là-dedans. Pour là, Oui, oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Je suis là. ah, et donc, il y a des jours où c'est un peu plus, c'est toujours plus, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, évidemment, où tu fatigues, Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a Narcisse qui pose une question et il demande est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit que c'était pas possible et si oui, quelles sont les stratégies pour réussir à ajuster ton mindset? Alors, oui, alors il y a plein de fois où je me suis dit, c'est mort, je vais jamais y arriver, ou c'est trop compliqué, ou dans quoi je me suis lancée de nouveau. Euh, déjà, les jours où c'est un peu négatif, vaut mieux fermer l'ordinateur, aller faire du sport Hmm. et, et retrouver l'adrénaline. Ça sert à rien de rester devant l'ordinateur, puisque parfois, tu sais, tu peux avoir le syndrome de la page blanche. Tu Ouais. restes et tu te dis, j'ai plein de choses à faire et il n'y a rien qui sort de la journée. Et pour finir, c'est encore plus frustrant quand tu arrives à la fin de la journée parce que tu te dis, j'ai passé la journée devant l'ordi et il ne s'est rien passé, j'ai rien fait, ça a été une catastrophe. Donc à ce moment-là, il vaut mieux fermer l'ordinateur, te dire, c'est pas le jour aujourd'hui, je ferai ça demain ou je ferai ça ce soir. Moi, je ne me mets pas d'heures en fait de travail, c'est-à-dire que je peux autant travailler pendant la nuit sur l'ordi que dans l'après-midi ou un matin où je me serais réveillée super tôt et je suis super efficace. Et puis après, on va me dire, bon, maintenant, je prends 2 heures et je vais aller faire mon footing ou des choses comme ça. Mais c'est important de faire du sport, se vider la tête et de ne pas rester, quand on a un moment un peu négatif, il ne faut pas rester dedans. Hmm. Ouais, totalement. Et du coup, Narcisse a complété avec quel est ton discours intérieur lorsque tu abordes un nouveau challenge? Je suis d'abord très, très, très excitée. J'ai plein d'étoiles. Là, par exemple, j'ai un nouveau projet dont je ne peux pas encore parler. Euh, j'ai plein d'étoiles dans la tête. Je me dis, oh là là, c'est un truc de dingue et personne n'y a pensé. Et il y a plein de choses qui viennent en moi de très positif. Donc d'abord, tu as toute l'adrénaline, donc tu n'as envie que de bosser dessus. Et puis il y a d'autres moments où tu dis, ah, mais je me suis encore rajouté tout ça sur la tête et comment je vais faire avec le reste du travail et les autres projets. Et puis il n'y a rien à faire. Dans une journée, ben, c'est pas rajouter plus d'heures. À un moment donné aussi, il faut que tu dormes. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est l'adrénaline qui te fait tenir et puis ce plaisir de te dire, j'ai imaginé quelque chose et je le réalise. C'est ça qui est gai. Hmm. Et tu dirais que tu es une créative? Très. Hmm. Ah, à moins quand j'ai mes équipes et qu'ils me disent, voilà, bon, maintenant, on va faire un peu d'admin, ou c'est des factures, etc. et tout, je suis là, ah, c'est moi tranquille, non, je veux pas. Mais la créativité, j'adore ça. Imaginer, Ouais, c'est ouais. Et Benjamin complète avec c'est quoi tes doutes du moment? mes doutes du moment, ben, c'est déjà Covid. Est-ce qu'on en est sorti ou pas? Parce que ça pourrait engendrer beaucoup de choses pour la suite des événements. Est-ce que l'événement pourrait être physique? Est-ce qu'il faudra qu'il soit complètement digital? Est-ce qu'il sera les deux? Est-ce que les Hmm. gens vont pouvoir voyager ou pas? Euh, moi, c'est vraiment, là pour le moment, tous mes doutes sont centrés sur le Covid. Il faut savoir que pendant la première vague du Covid, j'ai lancé une agence de marketing d'influence. Euh, alors, c'était le meilleur moment parce que comme les gens sont restés chez eux et qu'ils ne pouvaient plus aller dans les commerces, eh bien, ils ont acheté énormément online. Donc, ça a été un gros boom. Donc, j'ai vraiment eu j'ai fait j'ai bien rebondi, on va dire, à ce moment-là. Mais maintenant, voilà, c'est de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Est-ce qu'on va rentrer encore dans une crise Covid? On sent que les gens quand même sont un petit peu essoufflés. Donc voilà. D'accord, ok. On va arriver vers la fin de l'interview et je vais te poser quelques dernières questions. C'est un petit medley que j'aime bien faire à chaque fois. Euh, Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant? Alice au pays des merveilles. Yes, ok. Alors tu sais pourquoi je demande ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'à travers ben, l'enfant qu'on a été, il y a toujours la graine de la personne qu'on veut devenir. Et, Non, et t'as raison.
Ouais, voilà. Et j'aime bien voir en fait ce que les entrepreneurs ben, étaient comme aimés quand ils étaient enfants et souvent de voir en fait le projet qu'ils ont créé et tout ça. Et l'Influencer Award, c'est un peu Alice au pays des merveilles. C'est ça, Je sais pour le pas. Mais voilà, il y a toujours cet enchantement de ce dessin animé à travers l'événement que tu as fait, quoi. Voilà, c'est. Donc, si tu devais nous concocter une boisson magique mais pour une femme qui veut vraiment concrétiser un projet en fait qui lui qui est à cœur, qu'est-ce que tu mettrais dans cette boisson magique? Qu'est-ce que tu veux dire par Des ingrédients de confiance, tu vois, ça peut être, tu mets ce que ah, tu veux, tu vois, ok. tu mets ce que tu veux. Bah, déjà, je mettrais le courage, la volonté, l'ambition euh, et de prendre du plaisir. Ouais, important sans le plaisir. Ouais, c'est très important parce que malheureusement, les personnes qui se réveillent avec des pieds de plomb quand ils vont au travail, c'est dur, quoi. Ouais. C'est dur de se dire on n'a qu'une vie et en fait, je me réveille tous les matins, je fais quelque chose que j'aime pas ou qui me passionne pas. Et, juste pour un confort, de se dire ben à la fin, enfin, c'est pas bien de dire juste pour un confort parce que c'est important d'avoir une sécurité et j'en suis tout à fait consciente. Et c'est vrai que d'être entrepreneur, c'est des risques, tu sais pas si tu sais pas comment ça peut se passer, tout peut s'effondrer comme les choses peuvent aller, mais voilà, faut quand même prendre du plaisir. Et comment ça se manifeste chez toi, prendre du plaisir quand tu kiffes ton projet? Ah bah, je suis joyeuse, Ouais. genre avec moi, on rigole beaucoup. Voilà, après, bon, j'ai mon côté, je suis méditerranéenne, donc je communique beaucoup, on va dire, le soleil, mais oui, je suis relativement joyeuse comme personne. D'accord. Ok. Et si tu pouvais. Ah non, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? De quoi je suis la plus fière aujourd'hui? Mm. Euh, de n'avoir jamais lâché. Et si tu pouvais parler à la Lolita d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Si elle était là, elle nous regarde là, la Lolita d'il y a 10 ans. Je lui dirais, t'inquiète pas, tu verras, ça va aller et tu feras des belles choses. Hmm. Et imagine que ton fils, ta fille regarde cette vidéo dans quelques années, un moment où il sera en capacité, ou elle sera en capacité de la regarder. Qu'est-ce que tu souhaiterais lui transmettre comme message? Euh, qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils essayent d'être les meilleurs dans ce qu'ils entreprendront. Hmm. Mais que tous les métiers sont des très beaux métiers, mais après qu'il faut se battre pour essayer d'être le meilleur. Et si on se souvenait de toi dans 100 ans, tu aimerais qu'on se souvienne de toi, pourquoi? Pour avoir créé quelque chose qui n'existait pas. Hmm. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que c'est la notion, toi qui te tient à cœur, de donner du mérite à des personnes qui ont un certain impact Je t'ai perdu. Ah, tu m'entends? Maintenant, oui. Ah, ok. Est-ce que c'est à travers ce que tu fais avec les Influencer Awards, est-ce que pour toi, la notion de mérite, donner du mérite à des gens, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? C'est pas le plus important. Non, c'est pas le plus important pour moi. Bon, c'est bien de reconnaître quand quelqu'un fait bien son métier et surtout aujourd'hui dans le milieu de l'influence, c'est devenu une vraie jungle et il faut pouvoir différencier eh bien un influenceur de quelqu'un qui prétend être un influenceur. Donc je trouve que cet événement a de plus en plus sa place dans le sens où c'est devenu de plus en plus une jungle, un Eldorado pour tous. Ils veulent tous devenir influenceurs, ils veulent tous se lancer là-dedans. Et il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui se font un petit peu avoir et d'autres influenceurs qui se font piquer un petit peu leur place parce qu'il y en a d'autres qui arrivent et malheureusement où tout est faussé parce qu'il y a beaucoup de tricherie. Donc, je trouve que cet événement est, est à sa place pour pouvoir reconnaître ceux qui font bien leur métier. Ouais. Et ça, c'est important. Maintenant, il n'est pas là pour juste mettre une gommette, comme on dit, et pour dire, waouh, oh, ça, on s'en fout. Non,
on essaye d'analyser ce que l'influenceur a fait pendant l'année, de ce qu'il a apporté, est-ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau aussi, parce que les comptes se ressemblent tous de plus en plus. On dirait que quand quelque chose marche, tout le monde va faire la même chose pour marcher aussi, et qu'on essaie de prendre aussi les gens qui se différencient des autres. Donc, je ne suis pas dans la reconnaissance pour reconnaître, mais dans la reconnaissance pour, oui, pour montrer que cette personne-là a sa place, en fait, dans ce secteur-là. D'accord. Ok. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle? Never give up. Ouais, cool. J'adore. Et pourtant, aujourd'hui, j'étais à deux doigts. Tu sais, il y a des jours comme ça. Et aujourd'hui, j'étais en mode, j'en peux plus travailler, travailler, travailler. À un moment donné, tu as envie aussi de profiter de la vie. Et puis, il y a d'autres jours où les jours se passent de manière excessivement positive et tout. Et tu n'as plus envie d'arrêter de travailler. Tu lâches pas l'ordinateur. Donc, Hmm. Ouais, et j'espère que ce live t'a redonné de l'énergie en fin de journée. complètement. Ok, cool. Super. Bah. Est-ce que tu as un autre message à partager, Lolita? Ben, mon message, le message que je Attends, partagerais, c'est souvent que ce soit 10 genoux. Tu m'entends? attends. Ouais. Là, repars là? Tu m'entends? Là, c'est bon. Voilà. Le message que je passerai, c'est juste qu'il faut oser. Il faut oser dans la vie et que ça n'empêche pas d'avoir si les gens ont peur de cette insécurité, eh bien, même garder cette sécurité, mais sur le côté, essayer de travailler pendant le week-end à créer quelque chose qui vous inspire et vous passionne. Mais le message, c'est vraiment, c'est faites ce que vous aimez, faites quelque chose qui vous passionne, faites quelque chose qui vous rendra fier de vous et voilà. D'accord, superbe. Il y a une dernière question. Je pense qu'on va la prendre parce qu'elle va apporter beaucoup de valeur à tout le monde, si tu es OK. C'est Ruth qui dit, j'ai un projet que j'aimerais mettre au jour pour une cause assez forte avec une création d'un produit et pourquoi pas en faire un événement ensuite. Mais que me conseilles-tu si je ne connais pas de sponsor ou même des personnes pour créer le produit et donc dois commencer de rien et qu'on ne me connaît même pas, quoi. Voilà. Ben, c'est le cas de beaucoup de gens qui commencent, mais après, tu as plein d'accompagnements là-dedans. Je ne sais pas de quel type de produit on parle, si on parle de cosmétiques ou autre, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de boîtes qui te font du private label, ou si par exemple tu te lances dans la cosmétique, eh bien, tu peux trouver aujourd'hui des sociétés qui ont déjà tous les produits qui sont créés, où on te présente les produits et tu testes, et si ça correspond à ce que tu voudrais dans ta gamme de produits à toi, eh bien, on va mettre ta propre marque dessus. Tu as des boîtes qui vont t'aider à te créer ton brand image avec tout le marketing derrière. Donc déjà, c'est déjà de réaliser ça. Bon, la première étape, c'est évidemment le nom de la marque, le déposer. Après, c'est de trouver le produit. Les produits, donc justement, tu peux faire appel à des sociétés qui ont déjà tous les différents types de produits en private label, d'apposer ta marque dessus. Une fois que ça s'est fait, c'est de lancer les shootings photos, faire ton site internet et l'aiguille de se faire connaître à travers justement du influence comme ça. Mais nous, par exemple, à l'agence, c'est quelque chose, on accompagne voilà, des jeunes entrepreneurs ou des nouveaux entrepreneurs qui se lancent. Moi, je fais aussi du consulting où j'aide en fait les gens à se lancer en trouvant bien, les bonnes démarches au cas par cas. Mais voilà, il y a de quoi dans le marché se lancer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller produire en Chine ou ailleurs. Aujourd'hui, tu peux trouver des usines en France, en Italie, en Belgique, à proximité, qui font des produits de qualité sur lesquels tu peux mettre ta marque. Ok, sous le nom de private label, c'est ça Eux, ça s'appelle des produits blancs, en fait. Ce sont Hmm, des produits sur lesquels tu mets ta marque. d'accord. Ok, superbe. Où c'est qu'on peut te retrouver, Lolita, ou quelles sont les actualités pour toi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, tu as tout d'abord l'agence e-Idols Agency, où on travaille tous les jours avec les équipes dans des campagnes, du placement de produits auprès d'influenceurs, des événements pop-up.
Donc ça, c'est l'agence. On est en train de travailler sur l'édition 2022 des Influenceurs Awards et des nouveaux projets qui arrivent. D'accord, ok. On mettra pour les personnes qui veulent y aller les liens sous la D'accord. vidéo ou sous le podcast. Et voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à passer avant de Bah finir? non, merci à toi. Merci Ouais. pour cette moment. Ben, merci à toi, c'était vraiment très riche et toutes les personnes ont vraiment apprécié le live. C'était très très riche, donc il y a eu pas mal de commentaires, hein. Donc Ruth, Olivier, il y a eu Ouda, il y a eu Narcisse, il y a eu Benjamin. Donc merci à tout le monde pour avoir participé au live. Merci beaucoup Lolita pour avoir partagé ton histoire, les challenges que tu as vécu et avec ton authenticité qui a vraiment été appréciée lors du Business Entourage Summit et aujourd'hui également. Bah, merci à toi et merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui avec nous pour m'écouter. Et j'espère que j'aurais pu vous éclairer un petit peu sur le chemin. Ouais. Éclairé, inspiré, beaucoup de choses, beaucoup de termes, je pense. Et d'ailleurs, mettez tous les termes tout ce que vous avez pensé là de ce live, de ce que vous apportez Lolita, de Lolita aussi pour encourager aussi beaucoup d'autres personnes à regarder ce live. Et je vous dis, oui. Moi, je dis, hein, tu apprends tous les jours sur toi. C'est important d'avoir les commentaires de tout le monde et de pouvoir évoluer aussi. Mm, mm. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis. C'était un Salut! plaisir. À bientôt. Merci Xavier.